On est de retour sur le plateau. Nous étions donc en train d'évoquer le Zimbabwe où l'euphorie post-Mugabe fait place à la désillusion. On accueille sur le plateau Emmanuel Vivien Thomy, directeur de publication de Plume Libre. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux collègues, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, surtout dans la diaspora. Alors, Magloire Kenvi, on était avec vous. Vous sembliez dire que la façon dont la manifestation a été reprimée, si on avait éventuellement dit que Mnangagwa avait perdu les élections, ça aurait été pire. Ça, c'est clair. Je fais une analyse de la situation et la suite des événements m'a fait croire finalement que... en réalité, oui, tout le monde parle d'une meilleure organisation du scrutin. On l'a dit quelque part. C'est peut-être parce que l'Occident misait un peu sur le président Emerson pour voir s'il peut se démarquer un peu du régime de Mugabe. Mais moi, personnellement, ce qui s'en est suivi m'a fait croire finalement que moi je doute même de la crédibilité des élections parce que il a fallu juste après que des gens manifestent, parce que si les gens sont vraiment ouverts à la démocratie, je ne crois pas que des manifestants qui s'opposent à des résultats peuvent être tués de la sorte, froidement. 6 personnes déjà. Autant pour ça, moi. c'est le bilan officiel. Ça, c'est le bilan officiel. Et on sait que... Voilà. Donc, c'est un peu déplorable pour le Zimbabwe. Est-ce qu'il faut quand même tout mettre dans le compte de Mnangagwa? Parce que les élections n'ont pas encore été proclamées quand l'opposition est déjà descendue dans les rues. Oui, ça ne justifie pas les tueries. À partir du moment où ils versent le sang de la sorte, c'est inadmissible. On peut nous parler d'arrestation, on peut nous parler de dispersion de la foule. Voilà, par des moyens conventionnels, mais qu'on ait jusqu'à 6 morts, c'est inadmissible. Vous savez, moi, je mets tout sur Emerson Mnangagwa. Simplement parce que, vous savez, la politique, c'est toujours assise sur le militaire. Oui. Et ça, c'est clair. Ou du moins, le politique, c'est toujours assis sur le militaire. Et Mao Tse-tung dit, le pouvoir est au bout du fusil. Et chez nous, en pays élevé, on dit, tu es bobon. Mais je vous assure que... Il faut traduire pour nos téléspectateurs. Oui, c'est ce que je dis, que le pouvoir est au bout du fusil. Ah ouais, quand tu tiens le fusil, tu as le pouvoir. Vous savez, et un peu partout, dans le monde entier, pas d'exception. Il n'y a même pas de petite exception. Ça peut être une grande démocratie. Vous allez voir Macron arriver au Togo. Quand il va vouloir venir, vous allez voir des forces de l'ordre, des agents de renseignement, des militaires français qui seront déjà sur le territoire. Ils vont placer des semaines, pas seulement 2, voire des mois. Ils vont placer leur dispositif militaire de surveillance parce que pour eux, il faut protéger l'institution là. Et donc, l'institution qui est politique là, qui est le président de la République, doit être protégée. Et c'est la force militaire seule qui peut le protéger comme il faut. Et à partir du moment où un chef d'État perd ne serait-ce qu'un seul iota du pouvoir militaire, il est déchu. Immédiatement, on le déchoit. À partir du moment où il perd le contrôle d'une seule unité de l'armée, il est tombé. Il est tombé. Et donc, quand quelqu'un au pouvoir, il faut savoir qu'il maîtrise tout. Quand quelqu'un vous dit que non, il est là-bas, c'est un pantin, il ne maîtrise rien, c'est faux. C'est archi faux. S'il ne maîtrise rien, il ne fera même pas 3 jours. Ah oui, il ne fera pas 3 jours parce que quelqu'un d'autre est là-bas qui veut prendre. Alors, s'il redoute l'autre, qui le garde aussi comme lui, et il ne veut pas passer à l'action, c'est parce que celui qu'on protège, il contrôle tout. Ça veut dire qu'à travers cette répression meurtrière, le pouvoir envoie toujours un signal de fermeté. Clair et net. Alors, Vivien Thomy, est-ce que la police zimbabwéenne a la gâchette un peu facile? Est-ce que c'est la police? Mais c'est plutôt le pouvoir. C'est le pouvoir plutôt qui tire sur la gâchette comme quelqu'un tweet de l'autre côté. Alors, ce qui est très mauvais, c'est que beaucoup de personnes croyaient que M. Emerson allait effectivement envoyer un autre signal vis-à-vis de la communauté nationale et
internationale. C'est ce qu'il a voulu faire lui-même quand même. Oui, mais avec cette tuerie, tout le monde peut mettre en doute tout ce qu'il a eu à prononcer comme discours. On ne peut pas comprendre qu'on tire à balles réelles sur des manifestants. Il y a les moyens conventionnels pour disperser effectivement les foules quand il y a des manifestations, surtout politiques. Mais quand on tire sur la foule et on parle officiellement de 6 morts, de plusieurs blessés, donc là, il y a un problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Emerson, moi je pense, n'est même pas très loin de M. Mugabe. Ils ont d'abord collaboré ensemble, c'était son ministre, vice-président, chef de sécurité. Il sait quand même l'appareil que l'autre avait dirigé. Et lui, il est maintenant aux commandes. Le premier signal, c'est quoi? Attention à l'opposition, je suis là. Attention à la population, je peux sortir les moyens forts comme au temps du vieux Bob. Et puis aussi, attention également à la communauté nationale et internationale. On n'est pas sorti de l'auberge. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer encore. Et aujourd'hui, si tu veux te lever contre mon pouvoir ou notre pouvoir, je suis ou nous sommes capables de te réprimer à 100. Tu peux perdre ta vie. Donc je crois que c'est une façon de faire peur aux adversaires politiques, une façon de maîtriser d'une main de fer la population. Et c'est très dommage parce que on aurait voulu qu'après le temps de Mugabe, que Emerson puisse quand même donner l'espoir d'abord à son peuple et à la communauté africaine et internationale. Mais avec cette tuerie, je pense que rien n'explique au cours d'une manifestation politique qu'on tire des balles réelles sur la foule. Ça ne s'explique pas. Est-ce qu'ils peuvent tenir? Est-ce qu'ils peuvent tenir comme le vieux Mugabe? C'est ça aussi l'autre réalité. Ben, pour poursuivre tout ça, j'ai dit, il y a une autre évidence aussi qu'on ne devrait pas perdre de vue, c'est que, je le disais tantôt, le pouvoir d'Harare dit officiellement n'avoir pas ordonné à ce qu'on tire sur les manifestants. C'est ce qui se dit. Il ne va pas dire autre chose. C'est une version officielle. Mais moi, je dis dans mes analyses... Attention, avant que tu ne sortes pour aller faire la protection d'une manifestation, les balles sont comptées si tu dois sortir avec des balles. Et ce n'est pas dans tous les cas et à tout le monde qu'on distribue des balles pour aller protéger ou sécuriser une manifestation politique. Tout à fait. Donc, déjà, que les armes... c'est pas qu'il y ait des munitions pour cadrer une manifestation, ça pose déjà problème. Non, en fait, ça ne pose pas de problème. Il peut y avoir une manifestation politique, il doit y avoir des gens qui doivent être pas trop loin avec des armes. Parce que la manifestation peut être attaquée par une autre personne. C'est différent. Mais, ce que tu dis là, c'est différent. Oui, mais pour la foule, pour sécuriser la foule, effectivement, pour disperser la foule, il y a les moyens conventionnels, les gaz lacrymogènes, l'eau, ainsi de suite. Et là, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Donc, moi, je dis, me basant justement sur cette déclaration-là, j'ai fait une petite analyse jusqu'à sa dernière heure à la tête du pays. C'est quelqu'un quand même qui était très aimé. Il faut le vieux Mugabe. C'est le père de la Le vieux Mugabe n'était pas aussi dénoncé par un peuple comme cela. Aimé ou respecté? Respecté pour mais moi je vous dis, oui, il faut juste relativiser. Aimé par une partie de la population. Une partie, on ne peut pas aimer par tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout un peuple. Ça c'est clair. Absolument. Et même jusqu'en Afrique du Sud, le vieux Mugabe était très respecté, très populaire. Voilà. Et donc moi je me dis, le président guinéen l'avait dit que Mugabe est un monument pour la absolument, absolument. Et moi, je vous dis, quand vous voyez... Avant le sommet sur la mer, le président togolais était parti voir son doyen. On le reconnaît également. On a effectivement ce respect des autres chefs d'État africains vis-à-vis du vieux. Mais il est souvent traité par les médias occidentaux c'est ce que j'ai dit au départ, que l'image qu'on a voulu faire croire, en tout cas de Mugabe, c'est que c'est un dictateur sanguinaire et tout. Mais en réalité, c'est le peuple qui juge son dirigeant. Le vieux Mugabe n'était pas aussi détesté que ça. C'est vrai que sur l'euphorie qui a suivi son départ. Non, mais quand même, c'est ce que je dis. Si on veut faire descendre aussi ceux qui aimaient le vieux Mugabe, est-ce que les rues de Harare pouvaient contenir tout ce beau monde? Moi, je dirais oui, le vieux avec son âge et tout. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, on reprochait beaucoup plus à sa femme de vouloir prendre sa place. C'était ça le vrai problème, parce que le vieux, vous avez vu, on l'a destitué, mais en réalité, on le protégeait, le vieux était toujours respecté, et on a su négocier
petit à petit pour que le vieux puisse passer à côté. Et donc, il y a également dans l'armée cette clique-là qui respectait encore le vieux. Il n'a jamais démissionné. Il n'a jamais démissionné, il l'a dit. On est venu lire les choses. Vous avez vu comment ça s'est passé. C'est pour vous dire que moi, je considère que il peut arriver que même au sein du pouvoir en place, qu'il y a de ces frustrés-là qui n'étaient pas d'accord sur les mécanismes, ou du moins les mécanismes utilisés pour faire déposer le vieux, qui voudraient peut-être saboter. Moi, j'estime que ça peut être une autre forme de sabotage. Si tel est le cas, qu'il arrête tous ceux qui ont tiré sur la foule. Voilà, justement. Et tous ceux qui ont ordonné de le faire. Et si jamais ce n'était pas eux qui ont ordonné à ce qu'on tire sur les gens, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. D'accord. On va maintenant dans un autre pays, le Mali qui a voté aussi pour le premier tour de la présidentielle. Et là-bas, le président sortant n'est pas arrivé à avoir la majorité dès le premier tour. Un second tour doit l'opposer à son principal adversaire, chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Déjà, celui-ci et plusieurs autres candidats, en tout cas trois principaux opposants maliens, ont annoncé dimanche la saisine de la Cour constitutionnelle du pays pour bourrage d'urnes par le camp du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête. Le chef de l'opposition, qui le défiera au second tour, a déposé ce samedi une vingtaine de recours auprès de la Cour constitutionnelle pour bourrage d'urnes, violation de la loi électorale, irrégularité. Vivien Tomi, est-ce qu'il ne savait pas que tout cela arriverait avant de participer à l'élection? Il dénonçait déjà des fraudes avant l'élection, mais il maintenait sa candidature et aujourd'hui, il joue au surpris ou quoi? Vous savez, quand on est en politique, on se présente au niveau de l'opposition contre un président sortant. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut dire avant même les élections, et pendant et après les élections, on va continuer par le dire. C'est comme dans notre pays aussi, on dit toujours que pas d'élection, pas de réforme. En Afrique, pas de réforme. C'est comme ça. Bon, en général, chez nous, je vais parler de notre continent. Bon, d'accord. Mais quand on est, par exemple, on revient dans notre pays, on dit pas de réforme, pas d'élection. Mais après, même s'il n'y a pas de réforme, on y va quand même. Depuis bientôt 2010 au moins, on a toujours clamé cela, pas de réforme, pas d'élection. Alors aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que dans plusieurs pays, les opposants se disent, mais bon, s'il y a un minimum de transparence et que nous-mêmes nous sommes sûrs que la population est plus penchée vers notre côté, on est sûr aussi d'avoir gain de cause au cours de ces élections-là. Malheureusement, au cours de ces élections, on constate quand même des fraudes graves. Au Mali, on parle de plus de 800 bureaux de vote qui n'ont pas pu fonctionner, et c'est le chiffre officiel. Ça peut dépasser également à 800. Mais écoutez, quand 800 bureaux de vote ne fonctionnent pas le jour du scrutin, on parle de plus de combien de 45 000 ou combien de voteurs, d'électeurs là. Sur 8 millions. Sur 8 millions. Oui, mais c'est très négligeable. Oui, il y a des zones. Il y a combien d'inscrits? Voilà, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a 8 millions d'inscrits. Non, mais le suffrage exprimé. Oui. Maintenant, il y a des zones. Il y a des zones où on n'a pas pu voter. 3 millions de votants. Il y a des zones au Mali où on n'a pas pu voter pour des raisons de sécurité. Mais en même temps aussi, il y a des votes où ce n'est pas la question de sécurité qui est effectivement évoquée, mais les bureaux n'ont pas pu fonctionner. Donc, c'est devenu quand même une sorte de jeu. Bon, écoutez, l'opposition participe quand même aux élections en Afrique et après commence par faire des réclamations, soit via la Cour constitutionnelle ou la haute juridiction du pays, ou carrément par la contestation dans la rue. Alors, cette même Cour, on se rappelle, on l'accusait déjà il y a quelques jours d'avoir pris 900 millions de francs CFA pour pencher les résultats dans le sens d'IBK. Et aujourd'hui, on vient devant cette même Cour déposer des recours. Ça se comprend? Ça, c'est l'Afrique. C'est pourquoi, quand il raisonnait tout de suite, je lui ai demandé de nous préciser s'il parle de l'Afrique. Parce que tout ce qu'on voit, c'est un peu ridicule, quoi. Parce qu'au même moment qu'ils déposaient d'ailleurs le recours, ils récusaient, ils déposent d'ailleurs, ils ont déposé aussi d'autres recours en récusation de la Cour. De 7 juges de la Cour. Vous voyez, en même temps, on est en train de braquer la Cour. Et en même temps, on demande à la Cour de rendre justice dans tel domaine. Je vois que c'est un tout petit peu compliqué. Je ne sais pas, tout cela, ça fait partie
de la mascarade, de tout ce qu'on appelle mascarade démocratique en Afrique. Quand on le fait, alors on dit que vraiment, il y a alternance dans ce pays-là, il y a élection, alors il y a démocratie dans ce pays. Voilà, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Parce que sur 8 millions d'inscrits, on ne peut pas nous dire qu'on a suffrage exprimé, à peine 3 millions. Sur 8 millions d'inscrits, à peine 3 millions. Et sur ces 3 millions, regardez tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Il y a tas de bulletins nuls, tas de ceci, cela. Et là, on va nous dire que oui, IBK est élu. Oui. Et il sera élu avec à peine 2 millions. Et sur 8 millions. Et dans la démocratie, la majorité a parlé. Non, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et ceux qui limitent, ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire des réformes de fond, il ne faut pas faire un travail de fond et veulent limiter la démocratie à la simple alternance, se trompent et vont se mordre les doigts. Ou plutôt ceux qui veulent personnaliser aussi les réformes. Parce que si les réformes, effectivement... Dans certains cas. Si les réformes s'effectuent, c'est pour le bien ou effectivement l'intérêt général du pays. Voilà. L'opposition, dans le cas du Mali, évoque notamment des bourrages d'urnes dans le nord et le centre du pays. Je me rappelle qu'il y a la semaine dernière, je lisais sur une dépêche que dans un village qui compte 150 inscrits, on a eu 3000 votants. Oui, est-ce que ça doit surprendre en réalité? Non, ça ne doit pas surprendre. Et aujourd'hui, honnêtement, moi j'ai un peu mal pour... ces personnalités qui composent l'opposition malienne, ces personnalités à qui j'ai beaucoup de respect. Vous savez, une chose est de contester après, mais le bon sens voudrait qu'on travaille beaucoup plus pour assainir la maison. Vous savez, au Mali, les élections étaient organisées par le gouvernement, suivies techniquement par le ministère de l'administration territoriale. Vous savez que ces genres de situations devront arriver. Et devant ce pouvoir, vous alignez 23 candidats. 23 contre le président sortant. Ben, qu'on soit là aujourd'hui dénoncé, je ne refuse pas. Je ne moyen de payer la campagne. Non, vous savez, Samuel, c'est ce qui est un peu déplorable souvent en Afrique, où nos opposants, entre griffes, mélangent un peu par moments les choses. Moi, je dis, quand on défend la cause public, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la nation, il faut par moment faire des concessions. C'est vrai que la démocratie ordonne à tout le monde de se présenter, mais vous savez... Non, la démocratie ne donne même pas à tout le monde... La latitude. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans un régime démocratique et tout le monde qui a les moyens peut se présenter. Il est libre de se présenter. Là, il n'y a pas de débat. Mais moi, je dis, si, parce que vous vous appelez un opposant, c'est parce que vous vous opposez au régime qui est en place. C'est parce que vous avez vu en ce régime des limites. Et vous voulez forcément que ce régime quitte le pouvoir pour que vous arriviez. Mais travaillez pour faire passer ce régime légalement de l'autre côté. Mais moi je dis, pour un régime qui organise les élections, surtout en Afrique, attendez voir ce qu'il fasse tout pour gagner les élections. Mais ce n'est pas encore un crime. Mais devant... ce n'est pas un crime. C'est un crime de faire des fraudes pour gagner. Non, ça dit, je n'ai pas dit ça. Ça dit que... dit que quand on organise, on n'organise pas pour perdre. On ne veut pas perdre. Absolument. D'accord. Mais au lieu de s'organiser entre eux pour faire front commun contre IBK, ils présentent 23 candidats. Et le deuxième à quoi? Le président Soumaïla Cissé, il a 18%. Presque 17, ça n'atteint même pas 18%. Mais le problème ici, est-ce que c'est l'opposition réelle qui présente les 23 candidats? C'est ça le problème. L'opposition réelle, elle est où? Oui, mais ça peut être aussi le jeu du pouvoir en place. Susciter des candidatures. Ouais, susciter des candidatures. Ça arrive. Mais là où moi je peux me porter en faux contre ce que le doyen a dit, c'est vrai que c'est des suppositions qu'il fait. Mais vous allez voir que juste après la proclamation, il y a 18 candidats qui se sont ligués pour s'opposer à ces résultats-là. Mais comme ils ont déposé des recours? 7. Voilà, c'est ça. Et c'est ça le jeu trouble qu'on connaît souvent en Afrique. Et moi je dis aujourd'hui sincèrement, ce qui se passe au Mali, moi j'estime qu'ils pouvaient mieux faire.
Aujourd'hui, les réalités sont là. On peut dénoncer, c'est le cercle ordinaire. Hein. Les élections, vous dénoncez, après, on confirme le président et puis la vie continue. La vie continue. Oui, mais je crois que l'opposition du Mali aurait pu effectivement gagner en réduisant un peu le nombre de candidats. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que chaque président se crée son opposition ou son opposant. Alors pour les élections, si l'opposition ne veut pas présenter de candidats, on a vite fait de créer des candidats fantoches qui vont se présenter contre le président sortant pour éviter que le président se présente tout seul. Maintenant, il y en a qui ont fait aussi des alliances. Si tu es dans ce cas où tu as accepté d'être candidat d'un seul coup parce que tu as eu des avantages, tu ne peux pas d'un jour à l'autre, parce qu'il y a une entente au niveau de l'opposition, accepter effectivement de renoncer à ta candidature. Ce problème aussi se pose. Alors la question qu'on voudrait, c'est est-ce qu'ils veulent vraiment qu'il y ait un changement de régime? Est-ce que les opposants veulent vraiment que IBK parte? Regardez, 41% contre presque 17%, mais l'écart est quand même grand. Maintenant, par quelle alchimie? C'est vrai qu'au niveau du taux de participation, c'est 40%, donc il y a encore une bonne marge de manœuvre. Je vais donner la semaine dernière l'exemple de la Guinée qu'on a vu en 2018, 44 contre 18, celui qui est 18 a passé au second tour. Oui, si un travail sérieux se fait, et s'il y a effectivement une volonté de faire des alliances pour gagner d'abord, et après, bon, peut-être discuter des autres choses, oui, d'accord, mais ici, on se connaît en Afrique. Les opposants se taclent d'abord entre eux et s'oublient d'ailleurs, oublient même leur premier adversaire. On se fait la guerre dans la même classe d'abord et le temps qu'on affronte l'autre, mais il est déjà très loin sur le terrain. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que le Mali a beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la sécurité, même au niveau de l'économie, ce n'est pas tellement cela. Il faudrait que le pays remonte, le pays connaisse l'essor et le président qui doit prendre les rênes du pays doit être un président qui puisse effectivement relever les défis. Donc, bon, est-ce que IBK a fait l'affaire? Peut-être c'est aux Maliens de se décider, de se prononcer, mais le deuxième tour ne sera pas facile si l'opposition du Mali continue pas à jouer ce jeu de division ou ce jeu trouble où tout le monde veut nécessairement avoir sur sa carte de visite ancien candidat à l'élection présidentielle. L'opposition dénonce particulièrement, il y a un point qui m'intéresse, il y a beaucoup d'irrégularités telles que des dépouillements sans agents électoraux. Ça, on le voit dans beaucoup de... Oui, on le voit dans beaucoup. C'est quoi? C'est l'incapacité pour l'opposition de déployer ces agents dans les bureaux de vote? Justement, c'est l'incapacité de positionner les gens. Je vous donne un exemple. L'UFC au Togo, à l'époque, il y avait, au moment où ça allait s'éclater, on avait positionné Jean-Pierre Fabre. Et il y avait Gilles Chrysolipio qui était arrivé et qui a déboursé plus de 100 millions pour qu'on puisse positionner les agents. Il est ici pour me démentir, je crois qu'il est plus proche de lui. Parce que le secrétaire général m'a montré les documents. Il est là vivant aujourd'hui, le docteur Dimongo, vous pouvez l'interroger, vous pouvez avoir les documents. Mais il a débloqué plus de 100 millions à l'UFC pour qu'on puisse positionner des agents un peu partout et des agents électoraux. Mais les gens se sont partagés l'argent entre eux à Lomé ici, ils ont oublié l'intérieur. Et ce parti inscrit dans les procès-verbaux le nom de quelqu'un qui était mort à Djagblé. On met son nom parce qu'il est un ancien militant de la localité, on met son nom sur les procès-verbaux. Justement parce que... Et puis il y avait eu des bureaux de vote où il n'y avait pas ces agents-là. Et puis après on veut crier à la fraude, on a fait ceci. Non, c'est parce que nous-mêmes nous sommes inconséquents envers nous-mêmes. Et donc ça se passe... Oui, mais justement pour les agents électoraux... Au Mali, ça peut se comprendre un tout petit peu parce qu'il y a question de sécurité dans certains endroits. Surtout dans le nord et le centre. Oui, dans le nord et le centre. Là, ça peut se comprendre avec un peu de menace, avec un peu d'intimidation. On nous aurait parlé. Oui, mais parce que
celui qui veut venir contester le pouvoir n'aura pas peut-être le même dispositif sécuritaire autour de lui par rapport à ceux qui sont déjà au pouvoir et qui sont appelés à aller conserver ce pouvoir-là, c'est ça? Oui, par rapport aux agents électoraux, je crois que l'opposition a une solution toute simple. Les oppositions en Afrique doivent essayer de s'entendre pour les élections. Moi, je suis plus implanté dans cette zone, toi, tu es plus implanté là. Nous allons faire une alliance, du moins pour la surveillance des élections, si bien que ton agent électoral sera également mon agent dans telle zone et moi aussi. Parce que ce qu'on a constaté effectivement, c'est que le jour du scrutin, il y a des partis qui n'arrivent pas à couvrir tout le pays. Imaginez un pays comme le Togo, il faut au moins 10 000 personnes pour couvrir presque tous les bureaux de vote. Donc, pas une personne par bureau de vote. Mais on nous dit qu'on a déversé plus d'1 million dans la rue pour marcher. Et on dit 10 000 seulement pour... Mais justement, il y a un problème d'abord de moyens qu'il faut régler. Parce qu'il y a les agents électoraux de l'opposition qui se retrouvent dans des bureaux, ils ont faim. Et c'est au moment de faire effectivement le procès verbal que l'adversaire leur dit mais venez, on va aller manger. Et la formation aussi de ces agents, faut qu'ils soient formés. On est 23 partis qui s'opposent à un pouvoir et qu'on ne puisse pas avoir un seul représentant de l'opposition en général. Voilà. C'est ce qui est parce que moi je le disais tantôt, l'essentiel, pour moi, on peut beaucoup contester, c'est normal. Mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que vous avez fait en amont? D'accord, c'est la question. On va s'arrêter sur ça. Mais moi, j'estime que ce n'est pas encore perdu, puisqu'il y a le second tour. S'il s'organise mieux, ça pouvait faire quelque chose. On va marquer la pause pour suivre le journal et puis nous allons revenir après.